Bonjour à toutes et tous les lecteurs de Révolution Permanente. On est là avec Philippe Alcoy et moi Daniela Kobe pour faire un petit point sur les résultats des élections brésiliennes qui ont eu lieu hier avec la victoire de Jair Bolsonaro, donc ce candidat d'extrême droite, raciste, homophobe, avec des propos ouvertement fascistes et qui est arrivé à la tête du scrutin du deuxième tour d'hier avec 54% des voix. Donc d'abord moi je voudrais apporter quelques éléments chiffrés sur le résultat de ces élections pour qu'on puisse essayer d'interpréter ce résultat au-delà des seuls chiffres qui sont sortis. Ensuite on va revenir avec Philippe sur quelques éléments d'interprétation et d'analyse sur ce scrutin au Brésil. Je profite pour dire que nous avons tous les deux fait une conférence à la librairie Résistance vendredi dont la vidéo est disponible aussi sur Révolution Permanente et qui revient de façon un peu plus profonde sur une explication du phénomène Bolsonaro, etc. Donc n'hésitez pas à la regarder si vous voulez creuser un petit peu la question. Donc la première chose, il me semble Philippe, qu'il faut souligner par rapport aux élections d'hier, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est que même si il y a un écart important, donc de quasiment 11% de voix entre Bolsonaro et Fernando Haddad, si on regarde un petit peu la dynamique et le résultat depuis le premier tour, on pourrait s'attendre à ce que cet écart il soit plus important encore. Faut savoir que les premiers sondages d'opinion à la sortie du premier tour donnaient pas 10 mais 20 points d'écart, donc plutôt des résultats 60-40. Donc il y avait ces derniers jours au Brésil, en particulier dans les grandes villes, tout un processus de militantisme, etc. Il y avait un sentiment, en tout cas dans une partie de l'électorat de Fernando Haddad, qu'il y avait un début de retournement, pas mal de gens qui avaient pu voter pour Bolsonaro au premier tour à cause de leur rejet des politiques du PT, surtout après les dernières déclarations de Bolsonaro où il expliquait qu'il allait chasser les rouges, qu'ils allaient devoir choisir entre l'exil et la prison, plus l'histoire du financement illégal de campagne, des WhatsApp, etc. Tous ces éléments-là ont retourné peut-être une partie de cet électorat où on finit de le convaincre de ne pas voter pour Bolsonaro et de se dire que leur rejet et leur haine du PT, parfois justifiée de par la politique de conciliation de classe qui a été celle du PT, ne justifiait pas par contre de voter pour un candidat comme Bolsonaro. Donc ça c'est quelque chose qui me semble important. On ne peut pas savoir si il y avait eu encore plus d'écart entre le premier et le deuxième tour, c'est-à-dire s'il y avait eu encore une semaine, si cette dynamique ne pourrait pas s'être approfondie. Et il me semble que c'est un élément important parce qu'y compris pour pouvoir appliquer sa politique, etc., c'est pas pareil d'avoir un écart de 20 points, d'être élu avec 60% des voix, que d'avoir quand même 44% des voix valides qui étaient pour le deuxième et donc contre Bolsonaro. Cette question-là, elle est d'autant plus importante qu'il faut regarder aussi d'autres chiffres par rapport à ce deuxième tour, et c'est en particulier la question de l'abstention et des votes blancs. Faut savoir qu'au Brésil le vote est obligatoire. Donc en général il y a un taux d'abstention beaucoup plus faible que dans des pays comme la France, et là si on fait la somme de l'abstention plus des voix blancs, des gens qui se sont déplacés mais qui n'ont pas choisi entre Bolsonaro et Haddad, on touche quasiment les 30%. On est à plus de 28%, donc des gens qui ont refusé de voter. Et ceux qui se sont déplacés et qui ont mis un bulletin ou plutôt qui ont appuyé sur l'urne électronique mais qui ont choisi de ne voter ni pour l'un ni pour l'autre, ça arrive à quasiment 10%, 9%. C'est des chiffres historiques pour le Brésil depuis les premières élections directes pour la présidence qui ont été celles de 89 après la dictature. C'est le chiffre le plus élevé d'abstention et de vote blanc au Brésil. Et si on tient compte du niveau de polarisation qu'il y avait en particulier là à la veille du deuxième tour, ça se voit que ces gens qui ont refusé de voter l'ont fait avec une certaine forme de conviction pour ne se positionner sur aucun des deux candidats. Donc ça c'est un chiffre important parce que
Si on rajoute donc cet ensemble de gens qui n'ont pas voté, soit ne sont pas déplacés, soit ont été empêchés de voter, je crois que tu vas revenir là-dessus en fait, sur le cas en fait du Nord-Est. Si on rajoute toutes ces voix-là, on voit en fait que Bolsonaro il n'a pas obtenu 55% disons en fait des voix des électeurs au Brésil, mais c'est plutôt en fait aux alentours de 37% de l'électorat total, ce qui fait voilà un taux d'adhésion en tout cas en fait à Bolsonaro plus faible que ceux que les chiffres présentés juste sur les votes les voix valides en fait laissent entendre. Qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple sur les candidats comme Ciro Gomes et d'autres qui avaient fait un bon score au premier tour et leur attitude vis-à-vis de Tout à fait. du second tour? Ça c'est très important parce que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut regarder de près, il faut connaître un petit peu en fait la politique brésilienne. Bolsonaro il obtenait déjà en fait 46% des voix au premier tour, mais il pouvait compter sur en fait les voix de toute une série de candidats de droite et antipétistes que tout le monde en fait pressentait qu'elles allaient de toute façon directement en fait vers Bolsonaro. Je crois que la somme en fait des candidats de droite antipétés était déjà aux alentours en fait de 8 ou 9% quoi. Donc voilà, le résultat électoral en fait de Bolsonaro, ce n'est que la somme en quelque sorte en fait de ses propres voix au premier tour et de celles en fait des candidats de droite qui ont fait des petits scores au premier tour. Toute une série de partis de droite qui pensaient y compris pouvoir capitaliser toute l'opération contre le PT, etc., mais qui ont fini par s'effondrer. Le cas classique de ça, c'est le PSDB, un parti qui a déjà gouverné le pays, qui était un des principaux partis de la droite brésilienne et qui est ramené en fait à des scores ridicules, entre 4 et 5% en fait au premier tour. Ça d'un côté, et de l'autre côté, il y avait une certaine polarisation à gauche entre guillemets au premier tour en fait entre Haddad et Ciro Gomes. Ciro Gomes étant en fait un candidat bourgeois progressiste au Brésil, mais qui en fait obtenait pas mal de voix de la gauche, une gauche qui était en fait des électeurs de gauche qui étaient quand même en fait déçus du PT, et une partie y compris en fait qui faisait un calcul de se dire qu'il pensait que Ciro Gomes était un meilleur opposant à Bolsonaro pour le deuxième tour, précisément parce qu'il ne compte pas sur le même taux de rejet qu'il peut avoir en fait le candidat du PT Fernando Haddad. Et Ciro Gomes donc qui avait fait 14% en fait quand même au premier tour, tout le monde pensait qu'il allait en fait soutenir ouvertement Haddad et que en fait ses voix allaient donc se rajouter à celles de Haddad pour le deuxième tour. Et non seulement en fait il n'a pas pris position, il est venu faire une tournée en Europe pendant en fait la période entre les deux tours, mais 2 jours avant l'élection, il a enregistré une vidéo où il dit ouvertement en fait qu'il refuse de prendre part pour un candidat contre un autre, en disant qu'il a pour une raison qu'il ne peut pas expliquer à ce moment-là, mais c'est évident que c'est quelqu'un en fait qui veut de façon un peu opportuniste se préserver pour essayer de se présenter comme le meilleur opposant à Bolsonaro après les élections, mais en acceptant d'emblée en fait donc le fait que Bolsonaro allait emporter le scrutin. Donc dans ce contexte-là, le résultat de Bolsonaro en fait il est loin d'être très éclatant en fait, c'est plus mitigé d'une certaine façon il me semble que les électeurs de Bolsonaro lui-même en fait pouvaient s'attendre. Bien évidemment que en fait l'élection, celui qui gagne gouverne, donc la question ça va être aussi en fait de savoir au-delà disons en fait du nombre de voix qu'il a obtenu, quelle est la politique concrète que Bolsonaro va mener et en fait s'il va pouvoir compter ou non dans ce contexte-là sur un soutien à la fois en fait dans le Parlement mais aussi en fait dans l'ensemble de la population. On va y revenir, mais il me semble qu'il y a une question en fait qui est importante aussi dans l'analyse des résultats. C'est la question en fait du caractère même de l'élection. Moi je vois beaucoup en fait dans la presse en France en fait les gens dire voilà c'est un facho etc, mais il est arrivé au pouvoir en fait par l'élection de façon démocratique, donc on ne peut pas le remettre en cause, c'est le choix des Brésiliens, c'est donc en fait le président légitime des Brésiliens. Il me semble en fait qu'il y a un certain nombre de questions qui remettent en cause le caractère démocratique en fait de cette élection. Si tu pouvais en fait revenir là-dessus, je pense que ça pourrait être intéressant pour les lecteurs. Oui, bien sûr, parce que en regardant justement, comme tu dis, la presse aujourd'hui, ou en écoutant la radio, etc., il y a beaucoup d'inquiétudes. Voilà, les journalistes, ils expliquent les dangers, les excès, comme ils appellent, des Bolsonaro, etc. Mais en fin de compte, ils se disent, mais c'est les Brésiliens qui ont choisi, qui ont voté pour l'extrême droite. Mais ça, c'est si on oublie
toutes les déformations, toutes les manipulations qu'il y a eu tout au cours de la campagne. La première, la plus évidente, c'est l'emprisonnement de Lula, complètement arbitraire. Il était le favori par ailleurs, non? Oui, de loin. Lula, il avait presque 40% d'intention de vote dès le premier tour, et même après la prison, même après avoir été emprisonné, il continue à être le candidat favori des électeurs, etc. Lula qui a été enfermé de façon complètement arbitraire sur une affaire de corruption, mais avec une célérité incroyable du processus d'investigation, c'était impressionnant. Et en plus, non seulement qu'il a été emprisonné, mais emprisonné dans des conditions qu'aujourd'hui, on se demande s'il y a des criminels qui ont commis des crimes contre l'humanité, s'ils ont subi les mêmes conditions que Lula. Lula ne pouvait pas participer aux élections, même pas envoyer une vidéo, faire des interviews, rien du tout. Il était complètement incommuniqué, et même si l'OPT a essayé de le maintenir jusqu'à la fin ou au plus près du premier tour, la justice finalement, à quelques semaines seulement du premier tour, a décidé que voilà, définitivement Lula ne pouvait pas être le candidat, alors que c'était le candidat favori. Même à un moment, je me souviens, on pensait si c'était possible qu'il gagne dès le premier tour, Lula s'il s'était présenté. Ça, c'est la première et la plus grande manipulation de l'élection. Ensuite, on a le cas de 1,5 million de voix qui ont été annulées suite à un changement des règles démocratiques du vote, etc. Et il y a eu un changement, un aspect soi-disant technique, mais qui a empêché. C'est le problème en fait de la biométrie dans les urnes électroniques, non? Cette question donc du changement biométrique, c'est donc un changement technique, j'ai l'impression, lié à la question du vote électronique au Brésil, où les gens en fait devaient s'identifier par le biais de leurs empreintes digitales. Tout à fait. Donc c'était une nouveauté en fait de cette élection, et il y a eu un problème autour de ça en fait dans le Nord-Est en particulier. Ça a été annulé, voilà, justement dans la région du Nord-Est, même si dans d'autres endroits du pays aussi, mais surtout dans le Nord-Est, que comme par hasard, c'est le fief ou une région où le PT fait un grand score. En général, et d'ailleurs, ce sont la région nord-est et nord, là où le PT a fait dans cette élection les meilleurs scores. C'est les seuls États au Brésil où ils ont réussi en fait à battre Bolsonaro, non? Exactement, parce que le reste du pays, c'est Bolsonaro qui le remporte dans tous les États. Et donc voilà, ça a empêché 1,5 million de personnes de voter, ce qui est énorme. Et ça c'est l'autre grande manipulation. Ensuite, on a une manipulation, en tout cas un coup de pression très important, et notamment pour les pays latino-américains et pour le Brésil, c'est l'intervention décisive de l'armée, du principal général de l'armée brésilienne, où à des moments où la justice devait décider si Lula pouvait participer ou non, s'il allait en prison ou non, le chef de l'armée fait quelques heures avant la décision de la justice, il fait des déclarations publiques en disant que, voilà, laissant comprendre de façon très claire et explicite que s'il n'y avait pas une décision contre Lula, peut-être l'armée allait agir. Ça, c'est des interventions très importantes. Un coup de pression ouvert, en fait, sur la justice brésilienne. Tout à fait. Notamment dans un pays où, et malgré le fait que la dictature c'est fini dans les années 80, etc., il y a eu une transition où l'institution de l'armée n'a pas été trop ébranlée, en disant qu'il continue à avoir une certaine influence importante, mais ça, c'est inédit que l'armée intervienne de façon aussi explicite dans la campagne électorale. Oui, surtout en fait dans le contexte où on sait qu'à l'issue de la dictature brésilienne, en fait, il y a eu une amnistie générale en fait de l'ensemble des tortionnaires, et donc on peut avoir jusqu'aujourd'hui des militaires qui ont participé à la dictature, qui ont participé à la torture, et qui se trouvent encore en fait dans les sommets de cette institution. Donc que les militaires reviennent à la politique dans un pays comme le Brésil, c'est plus qu'inquiétant. Bon, c'est le cas. Bon, Bolsonaro lui-même, c'est un ex-capitaine qui a participé de la dictature. Son candidat maintenant vice-président, c'est un général de l'armée. Sans compter le fait qu'au moins depuis 2014, il y a un bloc
parlementaire très important, composé de policiers, d'officiers de l'armée, des soldats, etc. Le bloc de la balle, non? Oui, voilà, exactement. Des gens qui exigent un peu de main forte contre la délinquance, etc. Bon, mais dans ce contexte-là, voilà, maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu penses, comment tu vois la perspective d'un gouvernement de Bolsonaro? Parce que là, avant que tu répondes, il y a quelque chose de très important à dire, c'est que Bolsonaro, il a gagné les élections ce dimanche, mais il va assumer en tant que président seulement le 1er janvier 2019. Ça veut dire qu'il y a 2 mois où le président Michel Temer, issu du coup d'État institutionnel de 2016, il a 2 mois pour faire appliquer ou essayer de faire passer toutes les réformes qui dégagent la voie, qui préparent le terrain pour le gouvernement Bolsonaro. Oui, par ailleurs, en fait, il a déjà fait une proposition très sympathique en fait à l'égard de son successeur. Il a dit, si vous voulez, en fait, je peux faire passer une réforme très impopulaire au Brésil, c'est la réforme du système de retraite, pendant les 2 mois qui me reste de gouvernement. De cette façon-là, en fait, tu aurais déjà les mains propres, en fait, pour assumer le reste du programme. C'est là où on voit, en fait, la continuité terrible qu'il y a, en fait, entre le programme libéral, anti-ouvrier, anti-populaire, en fait, de Michel Temer, qui est un président détesté. Il a un taux de rejet en fait, de 95% dans la population et en fait le programme de Jair Bolsonaro. Et ça, c'est une des principales contradictions. Il me semble en fait que Jair Bolsonaro va avoir pour gouverner. C'est que parmi en fait donc ces 37% des électeurs brésiliens qui ont décidé de voter pour lui, il y a une partie qui partage son programme, qui partage les aspects les plus réactionnaires en fait de son discours, etc. Mais il y a une grande partie aussi de gens qui ont voté, une espèce de vote bronca, de gens en fait qui ont une grogne énorme contre les politiques qui ont été menées par la droite et par la gauche au pouvoir au Brésil, et qui est un peu à l'image des gens qui peuvent voter pour l'extrême droite ou pour Marine Le Pen en France, en ont juste marre de la politique traditionnelle et ont décidé de mettre un bulletin de vote pour Bolsonaro comme une forme de protestation contre cette politique-là. Mais cela ne veut pas dire forcément en fait ensuite qu'ils vont être d'accord avec l'ensemble de la politique qui va être menée par le gouvernement. Et il y a un certain nombre en fait de symptômes de ça. Par exemple, en fait, qu'est-ce que le gouvernement de Bolsonaro annonce comme ses premières mesures? Donc la question de la réforme du système des retraites. Donc c'est une question qui va impliquer une attaque très très importante. Il faut savoir, dans un pays comme le Brésil, où l'espérance de vie est beaucoup moins importante, beaucoup plus basse qu'en France, quand on augmente l'âge du départ en fait à la retraite, on est en train vraiment en fait de faire travailler les gens jusqu'à leur mort. Et c'est en fait quelque chose qui est très impopulaire au Brésil. Donc ça va être un test important en quelque sorte en fait pour le gouvernement Bolsonaro. Il y a un deuxième élément d'attaque en fait contre les droits des travailleurs, c'est qu'il compte faciliter beaucoup les conditions pour les licenciements. Il dit que c'est pour attirer les capitaux étrangers, etc. Donc il veut en fait enlever tout ce qui relève des charges patronales au moment de pouvoir licencier. Donc ça va devenir en fait très très facile de licencier les gens au Brésil. Donc c'est évidemment une attaque très concrète contre les travailleurs. Troisième élément, il a promis en fait de supprimer le 13e mois de salaire. Donc là aussi en fait c'est une perte de pouvoir d'achat considérable pour les travailleurs brésiliens. Et en fait, quatrième mesure, il a promis, au départ en fait il avait dit qu'il allait privatiser les 50 principales entreprises publiques du pays. Après il est un petit peu revenu là-dessus, mais en tout cas il annonce qu'il va en privatiser un certain nombre, dont certaines entreprises qui ont une importance énorme pour le pays. La première c'est la Poste, donc qui serait privatisée, et la deuxième c'est la Petrobras. Mais quel est le problème? Quand on fait des sondages d'opinion parmi les électeurs de Bolsonaro, on voit déjà en fait qu'il y a une majorité de ses propres électeurs qui est contre les privatisations en général, et quand on pose le problème sur la Petrobras, qui est une entreprise stratégique, etc., c'est 60% de son électorat qui est contraire à cette mesure. Donc la question en fait et les bolsonaristes confrontés à Bolsonaro au pouvoir va être une des clés, il me semble en fait, de la prochaine période. Cela ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de raison pour s'inquiéter. Je pense que tous ceux qui sont en train de suivre la situation au Brésil depuis en fait quelques semaines voient que en fait Bolsonaro et son élection sont en train de libérer des forces extrêmement réactionnaires qui vont au-delà, y compris juste de son action au gouvernement, de son action parlementaire. Il y a eu pendant la campagne électorale en fait 4 morts
par en fait des agressions commises par les électeurs de Bolsonaro. Des morts liés à la politique, pas des morts comme ça, des bagarres, des assassinats politiques. Il y a en fait un maître de capoeira à Salvador, maître Moa do Katende. Il y a eu en fait là ce week-end un mort dans une manifestation pro-Haddad dans le nord-est, un jeune qui a été en fait on lui a tiré dessus dans un rassemblement. Il y a eu plusieurs femmes transsexuelles qui ont été en fait assassinées, pour ne pas parler en fait des dizaines et des dizaines d'agressions physiques qu'il y a eu en fait ces dernières semaines. Donc c'est évident que ça crée un climat en particulier pour tous ceux qui soit font partie de la communauté LGBT, soit sont militants de gauche, etc. Un climat très très tendu où les risques en fait de subir des agressions, d'affrontements physiques, etc. est très important. Et je crois que c'est quelque chose en fait qui va se poursuivre parce que il y a déjà une certaine volonté de ceux qui s'opposaient à Bolsonaro de ne pas attendre qu'il assume en fait son poste de président pour pouvoir s'opposer à lui et qui ont par exemple appelé dès demain soir en fait des rassemblements, notamment à São Paulo. Il va y avoir un rassemblement en fait à Avenida Paulista. Même le soir même de l'élection, il y a eu déjà des rassemblements spontanés, durement réprimés par la police d'ailleurs. Tout à fait. Et donc la question, ça va être de savoir comment vont se positionner face à ça en fait les électeurs de Bolsonaro. Est-ce qu'il va y avoir des attaques contre les manifestations qui vont avoir lieu et comment va se positionner la police parce que la police est en train de laisser les électeurs de Bolsonaro faire tout et n'importe quoi. Pour ceux en fait qui ont regardé en fait les images, peut-être que le plus effrayant, il y a même un article là-dessus qui est sorti sur Révolution Permanente, c'est en fait cette scène à Niterói, qui est une ville juste à côté de Rio de Janeiro, où en fait les militaires sortent des casernes, défilent dans les rues de Niterói sur en fait leurs chars, les armes à la main, et tous les électeurs de Bolsonaro qui sont là en fait en train de les acclamer, etc. Ça donne une image presque comme s'il y avait déjà eu un coup d'État au Brésil. Donc ce n'est pas le cas, mais on voit bien qu'il y a des risques de libérer en fait des forces réactionnaires du secteur en fait le plus dur, en tout cas de la base de Bolsonaro, avec la complicité de l'armée et de la police, qui implique un vrai danger pour les militants. Et c'est pour ça, pour les militants, pour les mouvements sociaux en général. Les personnes qui s'opposent tout simplement à Bolsonaro, qui ont des t-shirts Elina, n'importe quoi. Mais oui, toutes les personnes qui veulent résister à la politique de Bolsonaro et qui s'opposent et qui n'acceptent pas d'avoir un président ouvertement raciste, machiste, homophobe, etc. au pouvoir. Oui, tout à fait. Et ça pose la question en fait de quelle est la méthode qui peut permettre aujourd'hui, parce que il me semble que Bolsonaro en fait il arrive au pouvoir, mais comme on voit il va y avoir un certain nombre de contradictions pour qu'il puisse appliquer sa politique. Une autre contradiction par exemple, c'est que c'est quelqu'un qui s'est fait élire en fait beaucoup autour d'un discours anti-système, contre la corruption, etc. Et maintenant, en fait, il va devoir gouverner, il n'a pas de majorité parlementaire, il va devoir en fait composer avec d'autres partis, dont des partis très impliqués en fait dans les affaires de corruption, et y compris peut-être qu'il va devoir faire usage des méthodes avec lesquelles en fait on gouverne au Brésil depuis très très longtemps. C'est-à-dire quand on n'a pas de majorité parlementaire, on achète des voix au Parlement. Le PT l'a fait aussi. C'est quelque chose qui est important, parce que la discussion, ce n'est pas de savoir si le PT était corrompu ou non. Le PT, en fait, il a participé aux affaires de corruption. La question, c'est que la prison de Lula, c'était en fait 2 poids et 2 mesures par rapport en fait à toute une série d'autres politiciens de droite qui s'étaient rendus coupables du même type de crime en tout cas, et qui n'ont pas été emprisonnés, n'ont pas subi le même traitement que Lula. Donc la question en fait qui va se poser, il me semble maintenant, c'est de savoir en fait si l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, s'il va pouvoir consolider véritablement en fait les conditions de l'application de son programme, ou si on va vers en fait une période de beaucoup de conflictualité où il peut y avoir un blocage qui soit imposé par les travailleurs. Il va falloir voir dans les prochains jours et les prochaines semaines concrètement comment va se consolider le gouvernement, sa base parlementaire, mais surtout s'il y a une opposition sociale et politique qui commence à se mettre en place. Et face à ça, il me semble que les Brésiliens vont être confrontés à la nécessité de dépasser la stratégie du PT, parce que ça c'est une autre leçon de l'élection, la stratégie électoraliste du PT, de en fait essayer de contenir toutes les mobilisations qu'il y a eu contre Temer pour dire non, restons dans le cadre institutionnel, nous on n'est pas comme eux, on va en fait à respecter le cadre démocratique. Ensuite la question en fait de tout miser
sur l'élection de Haddad et de ne pas en fait précisément appeler à des mobilisations dans les rues, cette stratégie-là, purement électoraliste, purement parlementaire, en fait, elle a fait preuve de son échec. Et le PT semble ne pas tirer de leçon de ça, parce que leur discours maintenant, c'est quoi? C'est de dire qu'il va y avoir un troisième tour, mais que le troisième tour, ça sera au Parlement, et qu'ils vont en fait exercer une espèce d'opposition systématique, comme si c'était seulement en fait au Parlement qu'on allait stopper un phénomène qui d'ores et déjà en fait est dans les rues, où il y a déjà des agressions contre des militants, où il y a des attaques inouïes même contre des organisations du mouvement ouvrier. Il y a eu en fait des syndicats qui ont été saisis parce qu'ils distribuaient des journaux contre Bolsonaro, des facs en fait où les flics ont débarqué pour enlever des banderoles. Donc il va y avoir évidemment une nécessité de combattre la politique de Bolsonaro, pas juste en fait au Parlement, mais dans les rues. Et pour l'instant en fait ce n'est pas en tout cas en fait ce que propose le PT. Et d'ailleurs sur ce point aussi, je pense que c'est important de pointer que le PT ne va pas être le seul parti d'opposition à gauche à Bolsonaro. Il y a le parti de Ciro Gomes qui lui aussi il veut apparaître comme l'opposant principal à Bolsonaro, et qu'au sein du PT, même si tout le monde parle de stratégie dans l'opposition au Parlement, etc., mais il commence à avoir même des fissures et des luttes internes au PT, des secteurs qui voudraient mener cette lutte au sein du Parlement contre Bolsonaro, mais plutôt avec la droite, le PSDB, etc. Une espèce de front républicain. Exactement, un front républicain, mais surtout ouvert au centre droit, et un autre secteur qui est plutôt pour faire une alliance avec la gauche parlementaire, notamment Ciro Gomes et d'autres. Il y a aussi en fait le PSOL, donc, qui est un parti de la gauche radicale, et qui a passé, je crois qu'ils ont 11 députés. C'est de 5 à 10, je crois, ou 11, je ne sais pas, mais oui. Ils ont augmenté. Donc oui, il va y avoir une base parlementaire en fait opposée à Bolsonaro, mais il me semble qu'une des leçons de la dernière période, si on regarde en fait le processus qui est en cours au Brésil, c'est que ce n'est pas un processus qui se joue maintenant en fait que au niveau du Parlement. Il va y avoir, et il y a déjà tous les jours en fait des affrontements dans la rue entre des militants de Bolsonaro. Nous en fait avec Philippe on discutait juste avant, en fait on a des amis au Brésil qui se font attaquer dans le métro par des gens qui disent en fait un rouge bon et un rouge mort le soir de l'élection, à coups de couteau, à coups de pied en fait dans la tête dans le métro. Donc c'est évident que si les organisations du mouvement social commencent pas en fait à se préparer pour pouvoir résister à ce type d'attaque, pour pouvoir repasser à l'offensive, pour pouvoir en fait reprendre la voie des mobilisations qui était celle des mobilisations Fora Temer, ou en fait celle des mobilisations contre la réforme de retraite quand il y a eu une énorme grève générale en avril en fait de 2017, ce sera en fait impossible d'arrêter un processus qui est un processus beaucoup plus profond que juste l'arrivée d'un mec réactionnaire en fait au pouvoir, mais qui est en train de montrer disons en fait tous ces effets dans la société de tous les jours, en fait, dans les crimes homophobes, dans en fait les attaques contre les organisations de la gauche et des mouvements sociaux. Donc il me semble que dans ce contexte-là, la question va être plutôt de voir en fait comment sur le terrain des mobilisations, et c'est pour ça y compris en fait qu'il y a autant d'attaques dans les universités, parce qu'il commençait à y avoir un vrai mouvement avec des assemblées générales, des comités de lutte dans les universités contre Bolsonaro, et c'est précisément ça que le pouvoir veut empêcher, parce qu'ils savent que c'est ça qui peut véritablement en fait ériger le seul rempart possible contre la montée de ce courant proto-fasciste qu'est le courant de Bolsonaro, et qui ne veut pas être combattu que en fait par les méthodes du Parlement, parce que sinon ce serait quoi le résultat? Attendons 4 ans que Bolsonaro applique l'ensemble de son programme, et après on essayera d'emporter en fait le prochain scrutin. On voit bien que en fait ce n'est pas à la hauteur de la situation. Donc si je devais dire un mot pour nos lecteurs de Révolution Permanente, en fait, pour finir cette petite émission sur les résultats des élections, c'est que les Brésiliens, ceux qui vont être en train de se battre, ils auront besoin en fait de toute la solidarité des travailleurs et des jeunes en France, et que notre tâche ici en France, pour les Français et aussi pour les Brésiliens qui vivent en France comme Philippe et moi, c'est d'être au cœur en fait de la construction d'un vaste réseau de solidarité, d'action, etc. internationaliste, qui aille dans le sens d'encourager la résistance des travailleurs et des jeunes brésiliens dans les rues, dans les universités, dans les usines, etc., qui est la seule façon de véritablement en fait empêcher l'avancée du projet de Bolsonaro. Merci beaucoup. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à la partager, à commenter, laisser vos impressions, vos commentaires, etc.
et on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo pour revenir sur ces questions-là ou d'autres questions aussi. O dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final.